Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation pour cette invitation et nous allons parler donc de la sténose aortique dans le cadre des associations valvulaires. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, comme vous le savez, dans l'enquête européenne menée en 2017 sur les valvulopathies, la sténose aortique est apparue la valvulopathie la plus fréquente, retrouvée chez 57% des patients qui ont une atteinte valvulaire isolée du cœur gauche. Son étiologie est essentiellement dégénérative, avec une prévalence qui augmente avec le vieillissement de la population. Quant aux lésions multivalvulaires et mixtes, elles sont fréquentes, retrouvées dans 30% des cas, et la sténose aortique représente l'une des valvulopathies les plus fréquemment retrouvées. Elle est associée à l'insuffisance mitrale chez la majorité des patients, retrouvée avec le rétrécissement mitral dans 11% des cas et avec l'insuffisance aortique dans seulement 6% des cas. Dans notre registre tunisien Nature Valve qui a été réalisé en 2020, la sténose aortique est retrouvée dans 14% des cas. Elle vient en seconde position après l'atteinte valvulaire mitrale. Les lésions valvulaires multiples sont fréquentes dans 32% des cas et l'étiologie rhumatismale est la plus fréquente. Alors, dans ce contexte de lésions multivalvulaires, il y a plusieurs considérations à prendre en compte. D'abord, des conditions physiopathologiques particulières, puisqu'il va y avoir des interactions hémodynamiques entre la sténose aortique et les autres valvulopathies associées sur le débit cardiaque, le remodelage ventriculaire et la fonction ventriculaire gauche. Et cette association de multiples valvulopathies va engendrer une forte morbidité et mortalité chez les patients par rapport à l'atteinte valvulaire isolée. Deuxièmement, le diagnostic pose un challenge particulier puisque les données actuellement disponibles sont manquantes en matière d'approche diagnostique et thérapeutique. L'échocardiographie reste l'examen de première intention et fondamental pour le diagnostic des valvulopathies, mais les conséquences et les interactions hémodynamiques des lésions multivalvulaires peuvent engendrer des pièges dans l'interprétation des paramètres échocardiographiques. L'imagerie multimodale est intéressante et même fondamentale pour s'associer aux données échocardiographiques et apporter un plus dans l'évaluation de ces valvulopathies multiples. Et dans tous les cas, l'approche sera faite au cas par cas en tenant compte des recommandations pour la lésion prédominante. Je vais, dans le cadre de cette présentation, parler de deux associations, puisque le temps qui m'est imparti n'est pas important. Ce sont les deux associations les plus fréquentes. La sténose, d'abord, je commence par la sténose aortique et l'insuffisance mitrale. Donc, l'étiologie prédominante dans notre pays est rhumatismale, mais on peut observer des insuffisances mitrales secondaires en rapport avec la dysfonction ventriculaire gauche engendrée par l'élévation de la post-charge secondaire à l'obstacle aortique. Comme vous le savez, la quantification de la sténose aortique est basée classiquement sur l'équation de continuité et la quantification de l'insuffisance mitrale sur la PISA. Et dans ces deux méthodes de quantification, il y a des paramètres qui sont dépendants des conditions de charge et des conditions hémodynamiques. Ces conditions hémodynamiques vont interférer entre les deux valvulopathies. En effet, une sténose aortique sévère va augmenter la pression systolique dans le ventricule gauche et par conséquent augmenter la vitesse maximale de l'insuffisance mitrale et son volume régurgitant. D'un autre côté, l'insuffisance mitrale, lorsqu'elle est importante, elle peut engendrer une situation de bas débit cardiaque secondaire à la diminution du volume d'éjection systolique et engendrer une situation de sténose aortique serrée, bas débit, bas gradient. Par conséquent, dans l'évaluation des paramètres échocardiographiques, les paramètres qui dépendent des conditions de charge vont être non applicables parce qu'elles vont fausser l'interprétation et les paramètres qui restent valides pour la sténose aortique, soit la surface valvulaire par l'équation de continuité, soit mieux encore la planimétrie de la surface valvulaire aortique en ETO 3D. Pour l'insuffisance mitrale, la vena contracta reste valide, ainsi que la surface de l'orifice régurgitant, qui est moins dépendante des conditions de charge que le volume régurgité. On peut aussi utiliser les imageries multimodales, et en matière de quantification de la sténose aortique, le score valvulaire calcique est intéressant pour évaluer sa sévérité. Et pour la régurgitation mitrale, la surface de l'orifice régurgitant en ETO 3D est
intéressante, surtout en matière d'insuffisance mitrale secondaire. Je vous montre ici un exemple d'évaluation de la surface de l'orifice régurgitant en ETO 3D, qui est encore mieux fiable que la surface de l'orifice régurgitant par la méthode de la PISA. L'approche thérapeutique dans cette double valvulopathie va se baser sur la lésion prédominante, ici la sténose aortique. Une fois qu'on est sûr de la sévérité de la sténose aortique, on va regarder l'insuffisance mitrale et on va évaluer sa sévérité. Si l'insuffisance mitrale est modérée, le geste opératoire va être porté sur la valve aortique, soit par chirurgie si le risque est faible, soit par remplacement percutané si le risque chirurgical est élevé. Lorsque l'insuffisance mitrale est importante, si le risque opératoire est faible, ça sera la double chirurgie valvulaire, avec une préférence pour la plastie mitrale lorsque l'anatomie le permet. Si le risque opératoire est élevé, on commence par faire un TAVI sur la valve aortique, puis on réévalue l'insuffisance mitrale. Et si elle reste importante, on peut lui proposer un geste percutané si l'anatomie le permet. Maintenant, dans l'insuffisance mitrale moyenne, on regarde la probabilité d'amélioration ou de régression de cet IM après geste sur l'aortique. Si elle est élevée, en particulier dans l'IM secondaire, on fait le geste sur la valve aortique uniquement. Si la régression, la probabilité est faible, notamment dans les insuffisances mitrales primaires, ça va être soit la chirurgie, soit le TAVI, en fonction du risque chirurgical. La deuxième association, c'est le rétrécissement aortique associé à la sténose mitrale. Le plus souvent, c'est d'origine rhumatismale, mais dans les pays industrialisés, on voit de plus en plus la sténose mitrale dégénérative avec l'atteinte calcifiante de l'anneau mitral. L'évaluation de la sténose mitrale, comme vous le savez, c'est idéalement par la surface valvulaire planimétrie en 2D, mais on peut aussi utiliser la surface mitrale par PHT. Les interactions hémodynamiques entre la sténose aortique et la sténose mitrale vont être intéressantes. En effet, la sténose aortique va entraîner une dysfonction diastolique qui va altérer le paramètre d'évaluation qui est la PHT pour le rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral, quand il est serré, il va engendrer un bas débit avec diminution du volume d'éjection systolique sur l'aorte et peut engendrer une situation de sténose aortique bas débit, bas gradient paradoxal. Dans ce cadre-là, le meilleur critère pour évaluer la surface aortique, ça va être essentiellement la planimétrie de l'orifice aortique lorsque l'échogénicité est bonne en 2D ou mieux encore en 3D, mais on peut aussi associer le score valvulaire calcique de la valve aortique. Pour la sténose mitrale, il faut éviter les méthodes d'évaluation basées sur les paramètres hémodynamiques et utiliser essentiellement la planimétrie de la surface mitrale, soit en transthoracique 2D, soit mieux encore en transœsophagienne 3D. Et vous voyez ici un exemple donc d'évaluation de la valve mitrale en ETO 3D, et on voit bien donc la surface valvulaire mitrale qu'on peut mesurer en ETO 3D. Et donc on va s'affranchir des paramètres hémodynamiques. Pour la prise en charge thérapeutique, elle est un peu litigieuse. Ça a été expliqué dans les recommandations 2014-2017 de la Société américaine de cardiologie et dans les recommandations 2017 de l'ESC. Alors, lorsqu'on est devant une sténose aortique serrée, on regarde la sévérité de la sténose mitrale. Si la sténose mitrale est serrée, l'idéal, c'est de faire un double remplacement valvulaire aortique et mitral. Pour les sténoses pour les sténoses mitrales moyennes à modérées, l'indication à la chirurgie de la valve mitrale est de classe 2B. Maintenant, quand il y a un rétrécissement mitral avec rétrécissement aortique serré, l'indication à la dilatation mitrale percutanée sur la valve mitrale est contre-indiquée puisqu'il y a une chirurgie concomitante sur la valve aortique. Et le fait même de, si on dilatait la surface mitrale sans lever l'obstacle aortique, ça peut provoquer une altération des conditions hémodynamiques du patient puisque ça va augmenter le débit cardiaque à travers l'orifice aortique. Et pour l'insuffisance mitrale modérée, les recommandations européennes n'ont pas mentionné d'attitude ou de recommandations concernant cette valvulopathie. Donc, comme conclusion,
Il faut savoir que les lésions valvulaires sont hautement prévalentes quand elles sont multiples, avec un retentissement cardiaque important et une forte mortalité. L'échographie cardiaque est l'examen de référence, mais il faut faire attention aux paramètres hémodynamiques et secondaires à l'interaction des deux valvulopathies, ce qui constitue un challenge diagnostique. On n'hésite pas à utiliser l'imagerie multimodale pour mieux affiner l'évaluation de la sévérité de ces valvulopathies. Les recommandations sont encore limitées concernant ces atteintes multivalvulaires et la meilleure prise en charge reste un cas par des équipes entraînées de Heart Team sur les valves cardiaques. Voilà, je vous remercie.